Amis des petits pois, bonjour. Dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué qu'une théorie est une représentation d'un aspect bien précis du monde réel. Or, nous avions vu que concernant la théorie de l'hérédité, ce que n'a pas su faire le grand Charles Darwin, Gregor Mendel, lui, y est arrivé. On peut considérer l'article qui est publié en 1866 comme une œuvre fondatrice de la théorie de l'hérédité. Mais quelles en sont les raisons? C'est ce que va vous expliquer le biologiste et philosophe des sciences Michel Morange dans l'excellente émission La méthode scientifique animée par Nicolas Martin en 2020. Justement sur les petits pois, quel est le point de départ justement de cette curiosité sur la transmission des caractères? Pourquoi les petits pois? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui aboutit à ce cadre expérimental, Michel Morange? C'était un problème très pratique, c'est que à l'époque on cherchait à améliorer donc les produits agricoles, et ce qu'on cherchait, c'est souvent à réunir au sein d'un même végétal ou d'un même animal des caractéristiques qui étaient trouvées dans deux végétaux, avoir un végétal qui soit à la fois grand, qui ait une couleur agréable, etc. Donc le problème posé était de voir comment les caractéristiques sont transmises au cours des générations de manière à ce qu'on puisse essayer de stabiliser le processus. Donc, c'est cette question que Mendel a pris à bras-le-corps. Mais son mérite a été de dire, d'abord, il faut bien définir les caractéristiques. Et là, il y a tout un travail qui n'apparaît, qu'on ne mentionne pas toujours quand on décrit Mendel, mais il a travaillé au départ sur 30 caractères, et il n'en a sélectionné que 7. 7 parce qu'ils étaient stables, bien définis, donc faciles à repérer. Le petit pois se reproduit par autofécondation. Si on fait de l'anthropomorphisme, ça peut paraître écœurant, mais chez les plantes, c'est courant. Les grains de pollen vont venir féconder les ovules de la fleur. Et cela en fait un modèle très intéressant pour Mendel afin d'étudier les croisements. Il est alors aisé pour lui de court-circuiter l'autofécondation en venant prélever du pollen d'une plante et venir le saupoudrer sur le pistil d'une autre. Ainsi, il pourra contrôler expérimentalement tous les croisements qu'il réalisera, et ce, sur plusieurs générations. De cette manière, de 1854 à 1866, il a travaillé sur 24 000 plantes. Imaginez les milliers de petits pois qu'il a dû compter pour effectuer ces statistiques. J'espère que vous vous en souviendrez quand vous râlerez parce que je vous fais compter juste 40 mouches. On peut résumer le succès des travaux de Mendel sur une double originalité. Originalité par la méthode employée. Figurez-vous qu'il est le seul scientifique du 19e siècle à avoir mené une série d'expériences de croisement avec analyse quantitative et statistique. Ce qui constitue une rupture méthodologique de la démarche scientifique et qui lui permettra d'obtenir des résultats très rigoureux, très robustes. Retournons écouter Michel Morange et Nicolas Martin pour nous détailler sa démarche. Il a travaillé il le dit, sur un très grand nombre de croisements. Seuls, finalement, les statistiques et donc de grands chiffres permettraient de trouver ces lois de transmission. 7 caractères dont il faut préciser qu'ils sont intéressants parce qu'il existe pour chacun de ces caractères 2 versions possibles. Je peux les citer si vous le souhaitez. Hein. Les 7 caractères, c'est la forme de la graine, donc ronde ou irrégulière, la couleur de l'albumène, qui est jaune pâle ou vert intense, la couleur extérieure de la graine, la forme de la cosse à maturité, la couleur de la cosse avant maturité, la position des fleurs et la longueur de la tige. Voilà, comme ça c'est fait. Mendel va essayer de trouver des lois précises de transmission de certains caractères, quantifier cette transmission. Et pour cela, il va identifier des caractères précis et regarder les fréquences de transmission à la descendance. Alors, par exemple, vous l'avez mentionné, il travaille sur les pois. Il va regarder la forme des feuilles ou la longueur des tiges. Il va séparer des tiges courtes des tiges longues, et puis il va regarder dans les descendants quelle est la fréquence des tiges longues, des tiges courtes. La deuxième originalité est celle de l'explication qu'il va proposer. L'observation de régularités statistiques récurrentes dans la descendance des croisements qu'il effectue le poussera à passer d'une démarche de recherche de sélection variétale à une démarche beaucoup plus fondamentale de recherche de compréhension des fonctionnements de l'hérédité. Ce qui aboutira à l'élaboration de 3 lois décrivant la transmission des caractères héréditaires en lien avec l'existence de cellules reproductrices. À présent, focalisons-nous sur l'étude des graines, ou petits pois, et sur leur forme avec le caractère ridé ou lisse, ainsi que sur leur couleur avec le caractère jaune ou vert. À l'automne 1856, en croisant des plantes à graines vertes et graines jaunes, il se rend compte que dans la première génération de descendance, dite F1, il obtient 100% de graines jaunes.
ce qui donne naissance à la première loi de Mendel, la loi de l'uniformité parmi les hybrides de première génération, ou la loi de dominance, car en effet c'est la dominance du caractère jaune sur le caractère vert qui aboutit à l'observation de ces 100% de graines jaunes. L'année suivante, en faisant se reproduire entre elles ces graines de génération F1, il a pu remarquer dans la descendance de la deuxième génération des proportions de 3/4 de graines jaunes et 1/4 de graines vertes. Il explique ce rapport statistique par la deuxième loi de Mendel, la loi de ségrégation des caractères en F2. Il propose que, pour un caractère donné, comme la couleur de la graine, les hybrides de première génération produisent deux types de cellules reproductrices, qui emportent avec elles chacune, de manière aléatoire, un caractère. Ici, le caractère couleur jaune ou couleur verte. Ainsi, dans les grains de pollen, on retrouvera 50% de spermatozoïdes avec le caractère couleur verte de la graine et 50% avec le caractère couleur jaune. Il en va de même pour les ovules produits dans l'appareil reproducteur femelle. Sachant qu'un grain de pollen ne peut féconder de manière aléatoire qu'un seul ovule, cette rencontre entraîne la formation d'une cellule œuf qui sera à l'origine de la plante F2 de deuxième génération. Statistiquement, comme le montre le tableau, on aboutit alors à un ratio de type 1, 2, 1. Si on applique alors la première loi, celle de dominance, on retombe alors sur notre proportion de 3/4 de graines jaunes et 1/4 de graines vertes. Ainsi, ces résultats expérimentaux concordent avec les deux premières lois et réfutent l'hérédité par mélange. Car si celle-ci était vraie, comment expliquer alors l'apparition de 1/4 de graines vertes à la deuxième génération? La troisième loi, elle, est celle de l'indépendance de la ségrégation des couples de caractères. Quand on suit un couple de caractères, par exemple la forme ou la couleur de la graine, alors le devenir de l'un, la forme, est totalement indépendant du devenir de l'autre, ce qui veut dire que le devenir de la graine verte sera indépendant de sa forme lisse ou ridée. Cette loi souffrira de difficultés dans la réplication des résultats observés par d'autres scientifiques et sera questionnée quant à la fiabilité des résultats présentés par Mendel. Par ces résultats, Mendel apporte une explication qui diffère de l'hérédité par mélange qui était déjà bien fragilisée par les discordances qu'il y avait entre ses prédictions et les résultats observés, qui s'accorde avec la théorie cellulaire émergente et surtout qui permet d'expliquer les proportions de graines observées lors des croisements. Alors vous me direz, cela a dû révolutionner la vision de l'hérédité de la communauté scientifique de l'époque? Eh bien non, en science, c'est toujours beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Faire une sorte de conclusion, en tout cas d'arriver, de voir à la fois ce que sont les conclusions de Mendel, ce qu'il pose dans ses travaux donc publiés en 1865, et puis aussi quelles en sont, vous l'avez dit, vous venez d'en citer une, Michel Morange, les limites. Oui, alors la principale limite, c'est que Mendel n'a pas vraiment d'interprétation. Il n'a pas encore la notion de gène. Il faut surtout pas avoir un jugement rétrospectif. C'est ça va demander justement pas mal de temps, d'années, jusqu'au début du XXe siècle, pour qu'on commence à avoir l'idée de quelque chose qui est transmis et qui détermine les caractères. Malgré la robustesse de ses résultats statistiques et le gain d'explication qu'apportent ces lois, son travail n'a pas été bien compris et restera négligé pendant environ 35 ans. Que retenir de cela? Que la construction de connaissances scientifiques nécessite de s'adosser à des résultats robustes et rigoureux, de respecter des critères de logique comme le principe de réfutation, mais que cela ne suffit pas toujours pour remporter l'adhésion de la communauté scientifique. Les connaissances, comme la théorie de l'hérédité, se construisent sur un temps long, sur une dynamique collective par l'apport de nombreuses briques de connaissances de tous les chercheurs de la communauté scientifique, qui, après une phase de synthèse, aboutira à l'édification de la théorie chromosomique de l'hérédité en 1915. Mais ça, c'est la suite du cours. Bon, on dit au revoir à Mendel, au revoir à Darwin.